Oui, donc pour commencer, bien évidemment, je voudrais remercier Roland Elie et tous les camarades de Synthèse Nationale qui rendent cette journée, ces journées possibles. C'est très utile en ces temps difficiles. C'est d'autant plus remarquable que ces journées sont sous l'égide de nos trois couleurs, le bleu, le blanc et le rouge, le BBR, dans la suite du vieux Jean-Marie Le Pen, qui sera l'invité d'honneur de demain. Et je voudrais faire un rectificatif, parce que le combat que l'on mène, c'est un combat pour la vérité. Et il faut tordre le cou à ce mensonge du système qui prétend que notre drapeau, le bleu, le blanc et le rouge, nous vient de la révolution bourgeoise de 1789. En fait, ce sont des couleurs qui ont existé tout au long de l'histoire de France, que ce soit le bleu avec la chape de Saint-Martin, qui était la référence de toutes les dynasties royales, que ce soit le blanc, l'étendard de Jeanne d'Arc, qu'elle a adopté en 1429, quand les voix de Sainte-Marguerite ou de Sainte-Catherine lui ont ordonné de le faire, ou que ce soit le rouge, qui était déjà la couleur de l'oriflamme du Capet. De nombreux rois avaient dans leur blason la triade, le bleu, le blanc et le rouge, que ce soit Henri IV, que ce soit Charles V. Donc il faut tordre le cou à ce mensonge qui prétend que la France étant née en 1789, eh bien les couleurs nationales datent de 1789. D'ailleurs, la disposition que l'on connaît aujourd'hui nous vient d'un décret, c'est le rapport Barnier en 1812, à l'origine duquel se trouvait l'empereur, qui, confronté à un grand nombre de drapeaux, une grande disparité d'étendards dans les armées, a voulu uniformiser la chose. L'histoire fait partie de notre combat, c'est indispensable, ce sont les racines. Alors, aujourd'hui, face à une situation qui semble catastrophique, à une époque où les esprits sont tourmentés, où les hommes d'action et de bonne volonté se demandent que faire, une question s'impose d'elle-même comme une évidence, et maintenant. Il convient donc de désigner le véritable ennemi à combattre. Dans le jeu politicien d'ombre et de lumière, il est aussi utile de fixer les forces en présence et de faire un état des lieux. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Nous avons été chassés de presque toutes les sphères de la société officielle. Le parti de l'étranger a tout envahi, tout conquis, de l'administration aux partis politiques, en passant par la finance, les églises, le patronat, les syndicats, la jeunesse, les arts, le sport, le monde du travail, le monde des médias. La religion de l'antiracisme a été imposée comme un dogme intangible, encourageant et imposant l'anéantissement du monde blanc, sous le coup d'une immigration de peuplement, oui, mais aussi la pratique d'un avortement de masse, ce qui contribue à ce que nous connaissons aujourd'hui, un véritable génocide ethnique du peuple européen, du peuple blanc. L'histoire a été verrouillée par un ensemble de lois liberticides qui forment un rempart indestructible, ou qui semble indestructible, par-delà desquels le mondialisme travaille à la destruction des nations et de toutes les sociétés traditionnelles. La subversion a substitué aux valeurs nobles d'un ordre naturel une culture décadente de mensonges et de mort. Voilà où nous en sommes. La situation est très grave, d'autant plus que la famille traditionnelle, basée sur un père et une mère dont le droit est celui des enfants à naître, est dynamitée au profit d'une union civile qui légalise le commerce des enfants et qui est basée sur la seule satisfaction du plaisir des adultes. Pourtant, subsistent des îlots de résistance, des associations, des journaux, et on le verra bien aujourd'hui lors de ces deux journées, en ce moment avec ces deux journées, des mouvements qui refusent l'anéantissement et le chaos. Il n'existe plus d'armée, mais il existe encore des militaires.
Il n'y a plus d'église, mais il reste des catholiques. Dans tous les domaines, de nombreuses individualités refusent la fatalité et agissent dans leur petit cercle professionnel, culturel, personnel et familial comme autant de confettis d'une certaine tradition qui se transmet. À l'étranger, une ligne de front se dessine qui regroupe tous ceux qui s'opposent au nouvel ordre mondial américano-sioniste, que ce soit sur le continent américain, en Europe tout entière, ou dans le monde musulman autour de la Syrie et de pays comme l'Iran qui sont sourcilleuses en matière de souveraineté, et aussi avec le retour de la Russie éternelle, dont la puissance s'appuie sur la politique énergique de Poutine, même si celui-ci n'a pas rompu avec l'oligarchie financière mondiale. Dans toute l'Europe, de nombreux mouvements nationalistes émergent et se développent. L'aspect le plus visible de cette effervescence est un populisme qui tente de phagocyter et de dévoyer la résurgence de ce vaste mouvement nationaliste. En France, ce rôle est dévolu au Front National renié, au Rassemblement national qui pratique l'hégémonisme en matière de résistance nationale. Pourtant, depuis toujours, le mouvement national ne connaît que des échecs dans ce domaine, que ce soit avec le général Boulanger, les ligues ou le 6 février 1934, ou plus récemment pendant l'affaire algérienne avec mai 58, les barricades, le soulèvement militaire et la clandestinité autour de l'OAS. Or, nous sommes à un tournant et l'échec nous est formellement interdit sous peine de voir disparaître ce qui a été le moteur de toute civilisation, c'est-à-dire les nations en général, et pour nous, la France en particulier. Analysant précisément l'échec du boulangisme, Maurice Barrès concluait qu'on ne soulève pas les masses pour une action durable sans principe. Et on l'a encore vu récemment avec la révolte des Gilets jaunes. On ne soulève pas les masses de manière durable sans principe. Ça reste des révoltes stériles. Ce que Barrès constatait hier pour l'action du général Boulanger, nous devons le transposer aujourd'hui dans l'action qui est à mener. En sortant du combat quotidien que nous menons tous et en adoptant une analyse historique du phénomène, il faut se rendre à l'évidence que nous avons reculé dans de nombreux domaines fondamentaux. Nous avons été dépossédés de notre monnaie, de nos frontières, et l'immigration s'est accélérée. Jamais nous n'avons été en position de faire reculer le système mondialiste. Tout juste avons-nous réussi à le freiner sur certains points. C'est à ces règles de bon sens qu'il faut se tenir, s'interroger sur la nature exacte de ces principes forts qui permettent, selon Barrès, de mener cette action durable qui nous assurera la victoire et y soumettre notre action. La première des évidences est que le système ne peut être réformé. C'est le système héritier de la révolution bourgeoise de 1789 et de la loi édictée au tribunal de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale. Aussi, est-ce à une véritable révolution nationale qui convient d'accomplir afin d'abattre définitivement ce système pour le remplacer par un ordre nouveau basé sur une politique naturelle. Nous avons une analyse quelque peu différente de celle de notre camarade Conversano. Je pense que le combat communautariste est un recul de notre combat. Ce qu'il faut, c'est conquérir l'État. Nous pourrons résoudre le problème de cet islam takfiriste, de ce terrorisme violent qui agresse nos sociétés traditionnelles. Nous pourrons régler tous les problèmes que
nous connaissons aujourd'hui, qui sont la conséquence de la dissolution de la famille traditionnelle, d'une immigration importante, que ce soit le métissage, parce que l'islam n'est pas le seul danger qui nous menace. Une autre conséquence de l'immigration en France, c'est le métissage, c'est la destruction de ce que nous sommes ethniquement. Eh bien, cette révolution nationale, il faut qu'elle soit totale, globale et mondiale, puisqu'aujourd'hui, le combat que nous menons, le combat que l'on nous mène, il est total, il est global et il est mondial. Total, tout à la fois temporel et spirituel. Il faut conquérir les esprits et révolutionner les âmes. Il est global, puisqu'il faut mener ce combat politique par la conquête du pouvoir, la conquête de l'État qui nous permettra de résoudre les problèmes, mais il faut aussi reconquérir Rome, qui est la capitale de la chrétienté et qui a été livrée au cosmopolitisme. Et ce combat, il est mondial parce que c'est sur cette ligne de front qui existe entre ce mondialisme, ces forces cosmopolites, que nous qualifions, nous, de judaïsme politique, et les sociétés traditionnelles enracinées autour des États, de la race, d'une religion, d'une identité, d'un patrimoine, d'une tradition. Eh bien, nous avons des pays à l'étranger qui mènent ce combat-là. Il y a une exigence. Cette exigence, c'est de redevenir maître de nos lois. Notre toit, notre loi, il faut recouvrer notre souveraineté nationale, les moyens de mener une économie politique, une économie financière indépendante pour défendre le pouvoir d'achat des nôtres. Coston, dans un livre célèbre, Les financiers qui mènent le monde, dans sa préface, nous indiquait qu'il y avait deux façons de faire de la politique. Soit on menait une politique avec le peuple pour combattre la puissance de l'oligarchie et des financiers des apatrides, soit alors on fait alliance, et c'est le pouvoir d'aujourd'hui, et Macron en est le bon symbole, lui qui est héritier direct de la banque Rothschild. Eh bien, ce pouvoir s'allie à la finance internationale, à l'oligarchie financière pour tenir le peuple en esclavage. La deuxième exigence, c'est l'exigence d'agir ensemble. Toute action collective implique que le bien commun doit prévaloir sur les intérêts particuliers. Cela vaut au niveau national comme dans le combat national. Il faut mettre un terme aux querelles stériles qui ne sont pas à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. À l'heure où notre civilisation, riche d'innombrables siècles de travail, de réflexion, de création, de découverte, de sacrifice, est menacée purement et simplement. Ce qui nous unit est ô combien plus puissant que ce qui nous divise. Il faut agir ensemble. Étant bien entendu que la force dont nous avons besoin ne peut être le fait d'un seul homme, fût-il un génie. L'esprit d'équipe doit dominer, le travail en commun devant être prioritaire. L'œuvre collective ayant une inspiration, bien évidemment, identique. Pour terminer, je voudrais vous sensibiliser au fait que l'arme la plus puissante que nous possédons aujourd'hui, c'est l'arme de la défense de la vérité. Et j'ai pu le constater quand, succédant à notre ami du baston social, j'ai comparu devant cette commission parlementaire de lutte contre l'extrême droite. Ils m'ont demandé de jurer de dire la vérité,
en me demandant de lever la main droite et de dire « je le jure ». J'ai commencé par leur demander si c'était sérieux ou s'ils rigolaient, parce que dans une commission de lutte contre l'extrême droite, me demander de tendre le bras, ça me paraît assez saugrenu. Il m'a dit non, il faut jurer de dire la vérité. J'ai dit, ben, comme je le fais assez souvent d'ailleurs, puisque la main ouverte est un symbole d'honneur, de fidélité, d'amitié, pas comme votre poing tendu autour duquel vous vous regroupez, puisque la présidente de la commission parlementaire est une députée de la France Insoumise, qui est un symbole de haine, de colère. Hein. Eh bien, oui, je lève le bras et je jure de dire la vérité. Et étant obligé de dire cette vérité, pendant 1 heure, j'ai asséné les vérités de l'ordre naturel, que ce soit en matière de révisionnisme historique, parce qu'ils sont obsédés par les affaires de Seconde Guerre mondiale et des questions shoatiques, que ce soit sur la famille traditionnelle, composée d'un père et d'une mère. Et là aussi, j'apporterai une nuance par rapport à ce qu'a pu dire notre camarade Conversano. Bien évidemment qu'il faut faire des enfants, mais nous ne sommes pas des simples reproducteurs. Au-delà de la transmission de la vie, il faut construire des familles. Parce que, moi qui ai été élu pendant 10 ans à Vénissieux, j'ai pu voir ce que donnaient des petits blancs livrés à eux-mêmes dans un quartier qui s'appelle à Lyon, un quartier bien connu, dont le nom m'échappe, c'est incroyable ça, les Minguettes, voilà, les Minguettes, qui est un territoire occupé avec 70 nationalités. Eh bien, être blanc ne suffit pas parce que vous perdez, c'est comme être sans racines. On a besoin de faire des enfants, mais on a besoin aussi de construire des familles qui sont le lieu de transmission de l'héritage, pour savoir ce que l'on a à défendre. Donc cette arme la plus puissante, c'est la vérité. Et cela a été dit d'une manière très claire par quelqu'un qui n'était pas de chez nous, George Orwell, dans 1984. En ces termes d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Et c'est ce que nous avons à faire aujourd'hui. Et je répéterai aussi les mots de l'empereur Napoléon lorsqu'il a rencontré, lors de l'entrevue d'Erfurt, l'empereur de Russie. Napoléon, la meilleure politique aujourd'hui, c'est la simplicité et la vérité. C'est ce combat que nous avons à mener, de la simplicité, de la vérité, la défense de la vie contre cette politique de mort et de mensonge. Pour cela, nous menons ce combat de révolution nationale, de défense du travail contre la spéculation financière, de la famille contre ce lobby LGBT tout-puissant et de la patrie que l'on doit rétablir face à l'Union européenne. En avant la victoire, maître chez nous.